Si la vie fait parfois qu'on peut se sentir en décalage, voire en retard sur les autres, se rappeler que le timing et le parcours de chacun est différent a du bon. L'histoire de José Alvarado en est la parfaite illustration. À l'aube de ses 22 ans, et alors que Trae Young, 5 mois plus jeune que lui, fêtait sa première sélection au All-Star Game NBA début 2020, lui était encore à plus d'1 an de quitter la fac, tout en vivant sous le même toit que sa belle-mère, avec sa petite amie et sa fille d'1 mois, à Atlanta. Quelle chance pouvait donc bien avoir ce meneur d'1m80, parti pour faire 4 années universitaires, tournant à 14 points par match, bien loin de la hype des meilleurs ados du pays, et dont les highlights ne comportaient aucun dunk, d'intégrer la NBA l'année suivante. Bien peu de chance, mais vous allez le voir, c'est largement suffisant pour y croire quand on adopte l'Alvarado mentality. En NBA, comme dans la vie, celui qui a le plus faim est bien souvent récompensé. Et à ce petit jeu-là, le natif de Brooklyn, que l'on connaît aujourd'hui pour son énergie folle des deux côtés du terrain et sa fiabilité balle en main, n'a rien à envier à qui que ce soit. Vous en connaissez beaucoup, vous, des joueurs dont le signature move est défensif? C'est comme ça, en surgissant de nulle part pour intercepter des ballons sur les remises en jeu, qu'il a conquis le cœur du public et convaincu les Pelicans de le signer pour 4 ans, 3 mois seulement après avoir intégré la rotation de Willie Green. Et pour comprendre d'où lui vient ce cœur et cette envie, il faut remonter à la source, New York. Bien que ses parents soient d'origine portoricaine et mexicaine, José n'a jamais appris l'espagnol. Pourquoi? Tout simplement parce que le gamin est intenable. Selon sa propre description, il était un petit cinglé qui rebondissait sur les murs et n'écoutait rien. À sa naissance, sa mère a 18 ans, son père 21. C'est à eux, toujours aussi proches aujourd'hui, qu'il explique devoir sa loyauté. La petite famille habite d'abord un appart d'une chambre à Brooklyn, avant de déménager dans l'immeuble d'en face, au 14e étage, avec balcon, d'où sa mère peut l'appeler quand il est temps de rentrer. Ses parents travaillent et le déposent dans une garderie située sur Roebling Street, durant les premières années de sa vie. Sa grand-mère Diana Martinez habite le même immeuble, elle travaille ailleurs en tant que réceptionniste, mais récupère régulièrement le petit José quand elle est de retour, et les deux passent souvent les fins d'après-midi ensemble, jusqu'au dîner. Un lien fort va se développer entre eux, et ça on va y revenir plus tard. Voyant que leur fils se passionne pour le foot US, ses parents lui trouvent un club, qui leur paraît le plus adapté pour lui, à Staten Island. Des allers-retours quotidiens entre ferry et train pour être à l'Euro Practice, avant de rentrer à la maison à 22h30 avec sa mère s'en suivent, puis une blessure au cou le pousse à arrêter. Il a aussi joué au baseball, son premier sport, mais à partir de là c'est le basket dont il est tombé amoureux, en jouant dehors avec ses potes. Ça va prendre le pas sur tout le reste. C'est donc dans la rue qu'il va faire ses premières armes, plus précisément au playground de Bedford Park, dans le quartier de Williamsburg où il a grandi. En parallèle, son père, José Senior, lui fait aussi bosser son jeu via différents drills, à l'aide de quelques cônes. Sur le bitume, il faut avoir la dalle et ne pas avoir peur de se faire mal. Imaginez un peu l'ambiance et l'intensité avec 15 joueurs de type José Alvarado sur un seul terrain. Une vibe à la He Got Game, tout ça, voilà donc d'où lui vient cette grinta qu'on lui connaît sur les parquets NBA aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs sur ce playground de Bedford qu'il est repéré pour la première fois. Son cousin Ariel Alvarado connaît bien un certain Nick Sanchez, assistant coach au lycée Christ the King, dans le Queens. José est en 5e cet été-là, quand Ariel réussit à convaincre Nick d'aller jeter un œil à ses exploits sur le playground. Il habite tout près et se rend au terrain à pied. José est en plein pick-up game en compagnie de son frère. Sur le coup, Sanchez ne sait pas lequel des deux est José, mais il est sûr d'une chose, l'un de ces deux gamins a de l'avenir dans le basket. Voilà donc ce qu'il a dit à son pote juste après coup. Si c'est ce gamin-là, il n'est pas assez bon, on ne peut pas l'utiliser. Si c'est l'autre gamin, en revanche, et qu'il n'est vraiment qu'en 5e, c'est un futur meneur de Division 1, je le prends direct. Ni une ni deux, Sanchez l'invite au summer camp de Chris the King. Coach de l'équipe, Joe Arbitello, est aussi choqué que son assistant de découvrir qu'avec de tels skills et un physique déjà plutôt costaud, il n'est qu'en 5e. Le camp démarre un lundi. Le jeudi, Arbitello informe ses parents qu'il aimerait que leur fils rejoigne son lycée. Avec lui, les Royals remportent 2 fois le titre de la New York Catholic League, et il devient le premier joueur de l'histoire de son école à signer un quadruple-double avec 18 points, 10 rebonds, 10 passes et 10 interceptions lors de son année senior. Et puis en plus, on ne parle pas de n'importe quelle école quand même, vu qu'elle a vu passer quelques pointures, comme Lamar Odom ou encore Sue Bird. La première chose que j'ai vue, c'est sa dureté, sa passion, son envie de gagner et d'être le meilleur. C'est le gamin le plus dur que j'ai jamais coaché, le plus dur que j'ai vu. Son amour du streetball ne le quitte pas, et il continue d'affûter son jeu à l'Emerald Playground dans le Queens. Il y passe toute la journée, jouant de 8h à 23h30 minuit durant toutes les vacances. New York m'a appris à être dur, à ne pas me plaindre et à ne pas pleurnicher, même si je prends un coup de coude d'un mec de 2 mètres, à me relever et à le lui rendre, ou lui rendre dans le jeu. Quand je revenais en ville, alors que j'étais à la fac, je jouais toujours dehors, contre des gars très bons, qui auraient pu être pros quelque part. C'est en jouant contre eux que j'ai progressé. On est loin d'une hype à la Kenny Anderson ou Stephen Marbury, car Alvarado n'est ni un pur scoreur, ni un joueur ultra athlétique. Ce n'est pas un showman du 1 contre 1. Il ne fait pas la couve de Sports Illustrated comme Sébastien Telfair, il n'est pas la star du Dickman Park, qu'il estime être le meilleur playground de New York, non, rien de tout ça. Au ranking ESPN, il est classé prospect 3 étoiles, sur une échelle de 5. Classé 9e joueur de l'état de New York et 32e meneur du pays quand même, par ESPN, après 4 ans à Chris the King, il impressionne le coaching staff de Georgia Tech en EYBL, ligue du circuit AAU. Tom Konchalski, célèbre analyste, dit de lui qu'il préfère gagner que respirer, après un match où Alvarado s'énerve contre ses coéquipiers, leur reprochant de ne pas jouer assez dur.
Sa visite sur le campus l'a ensuite convaincu de rejoindre les Yellow Jackets plutôt que Rutgers ou Seton Hall. Son annonce officielle a lieu mi-septembre. Le 9 novembre, il signe sa lettre d'engagement officielle. Le même jour, les médecins informent sa famille que sa grand-mère, Diana, à qui il a été diagnostiqué un cancer de l'estomac 4 ans plus tôt, n'a sans doute plus que 2 semaines à vivre. Elle tiendra finalement 11 jours. 11 jours durant lesquels Rossé passe beaucoup de temps à l'hôpital quand il n'est pas à l'école. Elle était tout pour moi, elle a pris soin de moi, mes parents ont toujours été là, mais elle a été très importante dans ma vie. Quand c'est arrivé, je me suis perdu, je ne voulais rien faire, je n'avais même plus envie de jouer au basket. Ma mère m'a dit, tu crois que c'est ce qu'elle voudrait voir ? Mais il explique que la voir se battre chaque jour, ne serait-ce que pour se réveiller le lendemain matin, lui a aussi ouvert les yeux. Terminer de se plaindre quand il faut se lever tôt pour aller à l'entraînement ou à l'école. Ce cœur et cette rage dont il fait preuve sur le terrain, c'est aussi une manière de lui rendre hommage au quotidien, comme les 3 tatouages qu'il lui a dédiés depuis. C'est donc surmotivé à l'idée de continuer à tout donner qu'il entame sa carrière NCAA. Titulaire, il comprend tout de suite son rôle dans une équipe où Josh Okogie squatte dans un premier temps le rôle d'option 1 en attaque. Et en attendant que Michael Davo et Moses Wright ne prennent la suite au scoring, il termine meilleur marqueur, passeur et intercepteur de l'équipe lors de sa 2e année. En janvier 2020, il bat le record d'interception de Georgia Tech avec 9 steals en plus de ses 26 points et 8 rebonds dans une victoire sur NC State. L'année suivante, son équipe remporte son premier titre ACC depuis 1993 en battant en finale Florida State, mené par la tête d'affiche Scotty Barnes, et il est nommé défenseur de l'année dans sa conférence. La crise du Covid lui octroie la possibilité de rester 1 an de plus à la fac, mais il est temps d'aller tenter sa chance en NBA. Et quand on mesure 1m83 basket au pied, qu'on a un shoot perfectible et déjà 23 ans, compliqué de faire rêver les scouts. Mais Alvarado se démarque par des caractéristiques qui se font rares dans le haut niveau actuel. Il y a son énergie bien sûr, mais aussi sa loyauté et la maturité qui en découle. Son coach à Georgia Tech, Josh Pastner, a rarement vu un joueur rester 4 ans dans le même lycée puis la même université. Et ça surtout de nos jours où les jeunes joueurs se forgent souvent une partie de leur réputation sur les réseaux et n'hésitent pas à changer de structure pour booster leur hype au max. Au cours de son cursus, il a douté de sa capacité à jouer en NBA, s'est demandé en quoi il allait pouvoir se démarquer face à pléthore d'excellents joueurs. Mais comme pour ses débuts universitaires, il s'est rappelé d'une chose, sois une star dans ton rôle. La NBA n'a pas besoin de scoreurs, les équipes ont besoin de gars qui vont jouer leur rôle autour de leur star. Défendre, apporter de l'énergie et être payé pour ça, moi ça m'allait, j'aime jouer au basket. Si j'avais été le meneur qui scorait 30 points, ce n'est pas ça qui m'aurait permis d'aller en NBA. Malgré ses 16 workouts pré-draft et ses participations au G-League et NBA Combines, il se doute qu'il ne sera pas parmi les 60 appelés. Son agent lui explique d'abord qu'il doit se battre pour un contrat en G-League, puis sa cote monte un peu, et c'est ensuite plutôt en vue d'un two-way contract qu'il auditionne à droite à gauche. Il fait bonne impression aux diverses équipes en entretien, et c'est le soir de la draft que 3 ou 4 franchises peut-être sont prêtes à lui mettre un two-way contract sur la table. Mon état d'esprit à ce moment-là, c'était, si j'ai un coup de fil, je vais fêter ça comme si j'étais le premier choix de la draft. Tout ce dont j'avais besoin, c'était une opportunité. Après 5 matchs de Summer League avec les Pelicans, il décroche ce fameux two-way contract, d'une valeur de 460 000 $, 3 semaines après la draft. Durant les 2 premiers mois de la saison, il totalise 38 minutes de jeu sur 8 rencontres et 21 DNP. Il est envoyé en G-League et là-bas il tourne à 19,8 points, 6 rebonds, 6,8 passes et 3,4 interceptions de moyenne par match en 5 rencontres. Willie Green le rappelle. Volontaire, il demande à son coach ce qu'il doit faire pour être un bon role-player. Celui-ci lui dit de continuer à faire ce qu'il fait, à savoir jouer dur et arriver avec le bon état d'esprit, en se tenant prêt, toujours. Sur ses premières entrées en jeu, il n'a qu'un objectif, provoquer une interception ou trouver une passe très rapidement sans penser une seconde au scoring. L'équipe sort d'un début de saison catastrophique, un bilan de 1-12 puis de 7-20 et tout indique que Zion Williamson, blessé au pied, ne jouera pas du tout de l'exercice. Autant lui donner sa chance. C'est ainsi qu'Alvarado est intégré à la rotation pour le 36e match de la saison, le 1er janvier 2022. Après ça, il n'en ressortira plus. Le 20 janvier, il obtient sa plus grosse opportunité jusque-là, à New York. Lui qui ne compte que jusqu'à maintenant 18 matchs NBA au compteur pour 9 minutes de moyenne, passe près de 20 minutes sur le parquet de la salle qui l'a fait rêver toute son enfance. La pression, il aime ça et il va le montrer. Dès son entrée en jeu, il intercepte un ballon sur remise en jeu et va marquer de l'autre côté. Les Knicks reviennent à moins 10 dans le 4e quart, mais il plante 2 tirs clutch, l'un à 3 points et l'autre à mi-distance, pour maintenir l'écart, prouvant qu'il n'a pas peur de prendre les shoots importants s'il le faut. Au final, il termine la soirée à 13 points, à 6 sur 9, 4 passes et 4 interceptions, et même un peu de trash talking avec le rappeur Fat Joe. L'histoire est encore plus belle quand on sait qu'une cinquantaine de personnes, famille et amis, étaient présents pour le soutenir, dont Nick Sanchez, souvenez-vous, l'assistant qu'il a découvert sur son playground. Ce dernier et le coach du lycée de Chris Ducking, Joe Arbitello, se sont carrément payés des places courtside, 5 000 $ pièce pour assister à la première de leur poulain au Madison Square Garden. Quelques jours plus tard, il refait parler de lui après une embrouille avec Joel Embiid. Pas le dernier pour provoquer sur le terrain, Alvarado explique que le Camerounais n'arrêtait pas de lui demander de la fermer, mais que les arbitres allaient dans son sens. Piqué dans sa fierté, il a continué de se plaindre et a écopé d'une technique.
technique. Il apprend via ses coéquipiers du banc qu'une technique équivaut à une amende de 2000$, et alors qu'Embiid vient lui dire qu'il kiffe ce genre d'attitude, il lui demande « Pourquoi tu m'as fait ça alors que je suis en two-way contract ?» Embiid lui répond qu'il ne savait pas, et qu'il va lui payer son amende. Chose promise, chose due, juste après le match, il lui donne les 2000$ en cash. L'argent des paris, ça, selon son ancien coéquipier JJ Redick. Après un match contre les Wolves, sa tchatch fait encore le buzz. Alors qu'il est équipé d'un micro pour ce match, D'Angelo Russell, qui monte en défense face à lui, demande à ses coéquipiers « Il peut shooter lui ?» Ce à quoi Alvarado lui répond du tac au tac « Ouais, je peux shooter ». Il dira plus tard que même s'il avait shooté à 5% sur la saison, il aurait répondu la même chose. Ses stats varient d'un match à l'autre, mais l'intensité de son engagement est toujours la même. L'importance du mental, il confie que même lorsqu'il ne met que 7 ou 9 points, il a l'impression d'en avoir mis 30, car les points qu'il apporte sont souvent importants. Juste avant la deadline, les Pelicans envoient entre autres Josh Hart, Nickel Alexander-Walker et Thomas Satoransky à Portland, en échange de CJ McCollum, Larry Nance Jr. et Tony Snell. Alvarado devient progressivement un élément clé de la rotation. Willie Green lui dit de limiter au maximum les pertes de balles s'il veut y rester. Au mois de mars, il commence à se faire connaître grâce à sa fameuse interception sur les remises en jeu, où il se cache dans le corner le temps que l'équipe adverse relance dans sa moitié de terrain, avant de se jeter sur le porteur de balle. Ce move ne date pas d'hier, puisqu'il explique avoir commencé à le faire en AAU, quand son équipe avait besoin d'un stop sur une fin de match serrée. Les salles sont bondées, très bruyantes, il se dit que personne ne le verra caché dans le corner. Au lycée et à l'université, ses coachs lui demandent d'arrêter, il ne les écoute pas. On me disait que ça ne marcherait jamais en NBA, coach Willie ne m'a jamais rien dit. Je sais aussi quand le faire et ne pas le faire, même si c'est déjà arrivé que cela agace mes coéquipiers après un ratage. En NBA, ça remet vite en jeu, on veut aller vers l'avant tout de suite. Le 28 mars 2022, 2 jours après un match à 23 points, 5 rebonds et 5 passes, sa signature pour 4 ans et 6,5 millions de dollars en contrat standard est annoncée. La récompense est venue, ses 6 premiers mois dans la ligue dépassent tout ce qu'il aurait pu imaginer, lui qui avait rêvé de NBA toute sa vie. Parmi les rookies de sa classe, Alvarado termine premier au plus-minus, et premier aussi au ratio assist-turnover. C'est lourd. Porté par Brandon Ingram et McCollum, New Orleans finit 9ème provisoire à l'ouest et décroche son premier spot en playoff depuis 2018, grâce à des victoires sur San Antonio, puis les Clippers en play-in. Tout le monde voit déjà Phoenix, 64 victoires en saison, marcher sur les pelles au premier tour. Et puis on se dit aussi qu'Alvarado ne va quand même pas réussir à piéger Chris Paul, le point god. Mais CP3, qui avait réussi à s'en sortir à New Orleans en repoussant Alvarado comme pour lui dire « Pas avec moi gamin », finit par se faire surprendre lui aussi. Et ça l'énerve. Déchaîné, celui que l'on appelle maintenant Grand Theft Alvarado, utilisé 20 minutes par match, arrive aussi plusieurs fois à provoquer une violation des 8 secondes de la part du vétéran des Suns. Au Smooth Seeking Center, ça chante, ça clame le nom de Rosé. Les Pels prennent 2 matchs et s'inclinent en 6 face à une équipe qu'on estimait intouchable. Il savait que j'étais fan de lui en arrivant en NBA et je ne sais pas s'il s'attendait à ce que je sois un lèche-cul ou quoi. Il est probablement dans le top 5 des meneurs et on est 2 compétiteurs, mais quand je suis sur le même terrain que lui, je ne suis pas du tout son plus grand fan. Voilà comment José Alvarado, preuve que la défense peut être divertissante, a contribué à la naissance d'une nouvelle identité en Louisiane, alors que rien ne lui était promis. Jouer à fond tous les soirs, c'est aussi une manière de dire à tout le monde, fan comme adversaire ou membre du staff, je vous respecte. Et c'est pour ça qu'il est devenu un chouchou du public, bien au-delà des frontières de la Nouvelle-Orléans. Après ses prouesses en play-off, plusieurs personnes l'ont mis en garde, à base de « maintenant ils te connaissent, qu'est-ce que tu vas faire ?» ou « attention au flop de la 2e année ». Lui il leur répond « je veux qu'ils me connaissent, c'est le but ». L'été dernier il s'est entraîné comme il l'a toujours fait, en mettant toutefois particulièrement l'accent sur son shoot. La franchise lui en a parlé dans ses points à améliorer lors de son entretien de fin de saison, et une remarque de CJ McCollum durant le match de play-in contre San Antonio lui a aussi donné envie de travailler encore plus dur. L'arrière avait lancé un « j'ai besoin d'un putain de shooter », alors qu'Alvarado venait de rater 2 fois sa chance à 3 points. Un peu vexé sur le coup, il a rapidement mis son ego de côté pour se remettre au boulot. Avant son début de saison sophomore, il s'est aussi imposé en leader de l'équipe nationale de Porto Rico, pour le compte des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Cette saison, son temps de jeu en play-off est devenu son temps de jeu moyen, et il shoot à 34% de loin, contre 29% l'année dernière, tout en prenant 2 fois plus de tirs longue distance. Le 4 décembre, il a même sorti le match de sa vie, avec 38 points dont un 8 sur 11 à 3 points dans une victoire de 15 points sur Denver, ce qui lui a valu un shootout de D'Angelo Russell sur Twitter. Sa hargne sur le terrain reste la même, à l'image du coup de coude de Chris Paul qui lui a abîmé 3 dents avant l'embrouille ayant suivi le fameux dunk de Zion alors que le match était plié en décembre. Et puis cerise sur le gâteau, son titre de MVP du Rising Stars à Salt Lake City, avec un buzzer à 3 points pour la victoire en prime. Et le pire, vous savez quoi, c'est qu'il l'avait annoncé juste avant à Donovan Mitchell. Sur le plan personnel, lui et sa petite amie Flor Castillo sont désormais parents de 2 petites filles, Nazanin et la petite dernière, nommée Brooklyn. Dans la famille de José Alvarado, définitivement, on n'oublie pas d'où on vient. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.